a d'autres questions? Si, allez-y. Comment va vivre ce document une fois adopté? J'ai pas entendu. Comment va vivre ce document une fois adopté? À quel rythme il va être révisable? De quelle manière? Oui, alors effectivement, un PLUI, là on est sur une première étape d'élaboration. Un PLUI, un PLU, c'est jamais un document figé dans le temps. Il peut évoluer de différentes manières. Il y a on va dire, la grande évolution qui est celle de la révision générale. Il n'y en aura probablement pas avant quelques années. Une révision générale, c'est-à-dire qu'on remet tout sur l'ouvrage et on retravaille en profondeur. Ce serait pas le sens, a priori, d'un document qui aurait bien anticipé les choses. Donc la révision générale, c'est une possibilité. Il y a sinon des procédures d'évolution simplifiée, des modifications, procédures de modification qui permettent de faire évoluer des points de règlement, des procédures de révision dites allégées, des procédures dites de déclaration de projet et de modification dites simplifiées. Donc on a 4 à 5 procédures qui nous permettent, en fonction des sujets, de faire évoluer le document, avec des procédures qui vont mettre entre 9 mois et 18 mois, en fonction des sujets, pour évoluer. Alors par exemple, quand on est sur une déclaration de projet, ça peut être pour un projet public ou privé qu'on considère comme présentant un intérêt pour le territoire, une entreprise qui souhaite s'implanter à tel endroit, un projet d'intérêt collectif, un équipement public, etc., et qui ne serait pas dans les clous, on va dire, de ce PLUI, pour une bonne raison. Eh bien, on peut faire évoluer le document. On fait la procédure dite de déclaration de projet. Ça nécessite de concerter des partenaires comme l'État. Ça nécessitera de faire un peu de concertation publique, de faire en général une enquête ou une consultation du public, mais qui parfois peut être plus courte, ça dépend des cas de figure, et de faire évoluer le PLU juste sur ce secteur-là, sur le périmètre en question. C'est ce qui pourrait arriver notamment dans le cadre de futurs projets de carrière, par exemple, qui de toute façon doivent avoir aussi des autorisations environnementales avec une procédure propre et spécifique. Mais en tout cas, voilà, le Code de l'urbanisme a prévu une évolution de ces documents dont le degré de complexité dépend finalement de la nature des évolutions à réaliser. En général, ce qu'on voit dans beaucoup de PLUI qui sont élaborés, c'est que dans les années qui suivent, il y a des remontées de choses qui peuvent un peu dysfonctionner, de choses qui vont bien, de choses qui vont un peu moins bien, et au bout de quelques temps, parfois une modification légère est nécessaire pour corriger certains dysfonctionnements. C'est prévu, le Code de l'urbanisme le prévoit. Donc tout se passe directement avec la communauté de communes, après il n'y a plus de délire au niveau du conseil municipal, il n'y a plus de... Effectivement, sur l'élaboration du document, c'est la communauté de communes. Alors toujours en association avec la commune en question, si c'est une déclaration de projet, par exemple, la commune en question a son avis à donner, etc. Oui, pour tous les permis de construire qui sont donnés en ce moment, en fait, ils ne sont pas pris en compte par disons, la photographie que vous avez faite sur la consommation de foncier, mais on ne les prend pas en compte. On nous demande de prendre en compte la consommation foncière réelle, c'est-à-dire qu'une autorisation qui est délivrée, tant que le projet n'est pas construit, il n'y a pas de consommation foncière. Donc effectivement, un permis délivré aujourd'hui, alors il se doit d'être cohérent avec globalement le projet de zonage, eh bien il sera comptabilisé dans la consommation foncière du PLUI. Même s'il est délivré aujourd'hui, l'étude de consommation foncière qu'on a pu faire prend en compte on va dire l'état initial du territoire, avec tout ce qu'on peut faire d'un point de vue technique, mais la technologie, ça aujourd'hui aussi ses limites, et donc tout ce qui n'est pas visible aujourd'hui, parce qu'une autorisation, elle peut être délivrée, elle peut être valable, alors elle peut être attaquée, parfois par le voisin, ça peut tomber, être annulé. On a des autorisations, en moyenne en Ile-de-France, sur 80% des permis de construire qui sont délivrés, sur 100%, il n'y a que 80% des permis de construire délivrés qui sont vraiment réalisés. Et si on prend ceux qui font l'objet de modifications, on tombe encore dessous. Vous voyez, donc en général, on a au moins 20% des autorisations d'urbanisme qui, derrière,
ne donne pas lieu au projet en question. C'est pour ça qu'on n'en tient compte que quand c'est réellement réalisé. Les chiffres que vous avez donnés, c'est à partir de quelle date? Les chiffres qu'on vous a donnés, globalement, c'est à partir de maintenant, hein, pour faire simple. On a essayé de mettre à jour la base de consommation foncière en fonction des projets connus réalisés. Alors, c'est vrai que ces dernières années, et même en ce moment, avec la crise du logement, etc., c'est compliqué d'avoir un état réel en permanence. On se base sur des photos aériennes, sur des bases de données et sur du travail de terrain. Mais globalement, c'est la consommation foncière qui est actée pour le PLUI à partir du moment où il sera opérationnel, donc 2025. Voilà. Pas d'autres questions? Si, allez-y. À propos du développement durable, vous avez rappelé dans le document des règles, par exemple, pour le panneau photovoltaïque, à respecter dans l'implantation sur les toitures, mais je n'ai pas entendu parler d'incitation en direction des communes pour implanter des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics. Est-ce que on peut le mettre dans un tel document ou est-ce que c'est hors document, hors PLUI? Alors, sur les bâtiments... non, pour répondre directement à votre question sur les bâtiments publics, pourquoi pas? Puisque on peut prendre l'exemple de notre commune. Je ne sais pas, par exemple, la salle des fêtes, on a projeté, effectivement, de mettre du photovoltaïque. Et là, on se heurte à des problèmes techniques, si vous voulez, parce que la charpente n'est pas prévue pour les photovoltaïques, mais on va peut-être trouver d'autres solutions. Donc, pour ce genre de bâtiment, il n'y a pas de sujet. Alors, plus généralement, je vais essayer de vous répondre plus généralement, parce que c'est important au niveau de la communauté de communes. Alors, on va vous annoncer les choses très clairement. Enfin, moi, je vous annonce les choses très clairement. On est tout à fait favorable à la géothermie. On est tout à fait favorable au photovoltaïque. Et on est tout à fait défavorable aux éoliennes. Voilà. Sauf que on ne peut pas l'écrire, puisqu'on ne peut pas être contre les éoliennes en tant que responsable et élu. Mais moi, je vous dis, voilà notre réflexion. Alors, sur le territoire, on a un certain nombre de projets de développement photovoltaïque sur des sites relativement intéressants. Je vais vous donner un premier exemple, et c'est un bel exemple, ça. Goué, l'usine d'engrais, souvenez-vous, l'usine d'engrais s'arrête. Le site devient un lieu de stockage d'ammonitrate. Et puis, tout s'arrête aussi. Donc, on se retrouve avec une zone Céveso et on se dit comment rebondir pour lui trouver une deuxième vie. Hein, parce qu'un site Céveso avec une production d'engrais, vous imaginez qu'il y a une dépollution du site, etc. On travaille et on a un projet intéressant qui est un projet de développement photovoltaïque sur, pas l'ensemble du site, parce qu'il y a toute une partie du site qui est en industriel et puis il y a une autre partie qui est encore en agricole. Mais sur la partie industrielle, on a un projet de développement de photovoltaïque qui fait, je dirais, l'unanimité. Quand je dis l'unanimité, la mairie, le conseil municipal sont à fond pour, la communauté de communes est à fond pour, l'État nous dit c'est génial, allez-y, les vendeurs sont vendeurs, les acheteurs sont acheteurs, enfin vous voyez, là on vit dans le meilleur des mondes, donc tout va bien et notre projet, il est en très bonne voie. 8 mai, la machine administrative est ce qu'elle est, et alors on est passé, j'ai oublié une étape, c'est que l'État est tout à fait favorable et nous dit, vous inquiétez pas, on passe en commission de facilitation des projets d'énergie renouvelable. Donc on se dit, là ça y est, hein, on a un alignement sur ce projet-là qui est, voilà, tout va bien. Donc c'est le rêve pour un élu quand tout va bien, parce que c'est pas souvent le cas.
nous voilà partis, et il n'y a pas d'opposition. Hein. Globalement, il n'y a pas d'opposition, mais la machine est telle. Alors après, vous avez des sujets administratifs qui nous bloquent. Par exemple, 3 hectares de terre qui sont classés terre agricole, mais vous avez des lignes de chemin de fer à travers le terrain. Donc on se dit, bon, là, il n'y a plus de sujet, puisqu'on ne fait pas pousser du blé à travers les lignes de chemin de fer. Mais n'empêche, pour déclasser la zone agricole, ça a été très compliqué. Voilà, quand je vous dis ça, j'essaie de vous dire que ça fait 3 ans qu'on est dessus. J'essaie de vous dire que c'était le rêve, et que le rêve, il n'est encore pas atteint. Qu'il n'est encore pas atteint, et ça nous réglait un vrai problème. Donc je continue sur le photovoltaïque pour vous donner les objectifs que l'on cherche à développer. L'autre sujet, on veut développer du photovoltaïque flottant, du flottovoltaïque, comme dirait le préfet de Seine-et-Marne. Alors pas sur tous les étangs, mais pour toutes les carrières. Rappelez-vous, les premières carrières, elles ont été exploitées comme on les exploitait dans les années 60-70, et surtout, elles n'étaient pas réaménagées comme elles le sont aujourd'hui pour répondre à des exigences de biodiversité. Aujourd'hui, on fait des aménagements qui sont très intéressants. La meilleure preuve, c'est qu'on est en train de s'apercevoir qu'une carrière de sable qui est bien réaménagée apporte plus de biodiversité que le terrain naturel de départ. Donc, l'idée, c'est de sélectionner les carrières qui peuvent recevoir du photovoltaïque. Après, il y a la deuxième contrainte, qui est la contrainte économique. C'est que pour développer du photovoltaïque, il ne faut pas être trop loin de la ressource. Nous, la ressource, c'est les ormes. Globalement, les ormes, ça vous le dit. Si vous êtes à 15 km des ormes, financièrement, vous n'y arriverez pas parce que économiquement, c'est pas rentable. Donc l'idée, nous, sur le territoire, c'est de se dire, en relation avec les maires et les propriétaires, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser la réflexion? Parce que ce qui n'est pas atteignable à 10 ou 15 km, si sur le chemin des 10 à 15 km, vous avez 3 ou 4 projets, là, ça devient un sujet intéressant économiquement. Donc, voilà la réflexion. Donc, le photovoltaïque, on est preneur de ce sujet-là. Après, on a eu, on va en parler puisqu'on on en a parlé cet après-midi, on a l'autre sujet, l'implantation en dehors, donc sur des zones intéressantes, comme par exemple des anciennes carrières qui ne sont pas forcément des plans d'eau, mais des carrières qui ont été exploitées, qui aujourd'hui pourraient peut-être retrouver une deuxième vie à travers le photovoltaïque. Et puis le troisième sujet, alors là on n'est pas maître de la situation, mais il faut en parler quand même, on est une région de grande culture, on va dire les choses, où il n'y a pas beaucoup d'élevage sur notre territoire. Il n'empêche que il ne faut pas fermer la porte non plus à un développement photovoltaïque, où c'est des terrains qui sont classés A, qui appartiennent aux agriculteurs, et l'agriculteur, on lui donne une image de... Il nourrit la population, c'est un très beau métier, ça j'en conviens, mais il peut demain faire autre chose. Et dans certaines régions, on a du développement photovoltaïque avec de l'élevage de moutons, et c'est pas ridicule non plus d'avoir du photovoltaïque et un élevage de moutons qui nettoie le terrain dessous. Donc ça, c'est prévu par la loi, c'est intéressant, ça ne correspond pas à l'instant T à Bassée Montois, ou pas complètement, parce que je vous rappelle que toute la Bassée peut avoir un sujet de développement d'élevage, hein, et c'est ce qu'on cherche à faire, globalement entre Montreux et Nogent, hein, je vous rappelle qu'on travaille avec les gens de l'Aube par rapport à la vallée de la Seine. Après, je vais vous dire, on a porté ce projet, on le porte toujours. Aujourd'hui, on n'a pas de candidat pour se lancer dans l'élevage
et s'adosser à du photovoltaïque en complément de revenus. Donc ça, c'est un vrai sujet, et ça nous manque parce que ça apporterait de la diversité, ça apporterait du pâturage en vallée de Seine, où c'est un vrai sujet environnemental. Hein. Le fait de ne plus avoir de pâturage, c'est qu'on perd des espèces parce que la notion de pâturage fait qu'on renouvelle et on maintient un certain nombre d'espèces. Donc voilà, pour vous dire qu'au titre de la communauté de communes, on a joué beaucoup le photovoltaïque. Alors, après, il faut aussi raison garder. Il faut quand même se souvenir que le photovoltaïque, il faut aller entre 3 et 5 hectares, c'est un ordre de grandeur, mais c'est important, pour concurrencer une éolienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas prêts non plus, nous, les habitants de Bassé-Montois, de voir des champs de photovoltaïque de 25, 30 ou 40 hectares. S'ils sont situés sur des paysages en hauteur, on n'est pas forcément prêt à voir un changement et un bouleversement dans les paysages. Donc il faut aussi savoir le prendre en compte par rapport à ça. Mais voilà le sujet, voilà le projet. Alors après, je vais aller un peu plus loin. Les communes ne sont pas obligées, mais quand même, vous connaissez l'idée de l'ancienne ministre, mais son nom m'échappe. Elle est aujourd'hui, elle est à l'agriculture, enfin en numéro 2 à l'agriculture, et elle avait lancé, vous savez, ce qu'on appelle les zones d'accélération du développement d'énergie durable. En un mot, hein, vous m'arrêtez, messieurs et mesdames les maires, si je me trompe, mais globalement, c'était pour faciliter, pour que les conseils municipaux s'engagent sur des projets par rapport à leur territoire, de dire, ben voilà, sur telle partie du territoire, nous souhaitons, nous, communes, développer tel type d'énergie renouvelable, et on nous avait dit, si vous êtes des bons élèves, vous aurez le droit de refuser sur les parties que vous n'avez pas désignées. Ça, on en parle moins. Mais bon, c'est quand même à l'ordre du jour. Donc voilà, donc on se trouve avec un sujet aussi de développement d'énergie renouvelable. Alors, sur des énergies relativement simples, comme le long de la Seine, sur les barrages, faire de l'électricité, ça tout le monde est d'accord, et il y a quelques projets intéressants hein, sur notre territoire. Le photovoltaïque, j'en ai parlé. La géothermie, c'est un sujet et ça peut être intéressant. Mais ça nécessite une réflexion quand même à plus long terme, parce que voilà, il faut être capable de rester dans des positions relativement raisonnables, en sachant que les communes n'ont aucun pouvoir sur la grille photovoltaïque, puisque là, ça fait partie de la règle de la réflexion, et comme on a dit tout à l'heure, un document d'urbanisme n'est pas là pour régler l'utilisation du sol par rapport aux agriculteurs. Hein. Donc voilà, pour vous donner la réflexion générale du territoire. Dernière réflexion, parce que je l'ai oublié, le PTB, donc, qui a réalisé le casier pilote, hein, comme on l'appelle, réfléchit à trouver une solution pour valoriser le casier pilote à travers du photovoltaïque. Donc voilà.